Bienvenue dans le débat de France 24. Ça faisait plus d'un an qu'ils attendaient ça. Les Haïtiens ont enfin pu voter dimanche pour élire leur président. Premier tour d'un scrutin annulé fin 2015 et reporté depuis à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était lors du passage de l'ouragan Matthew qui a fait plus de 450 morts début octobre. C'est dire à quel point le sort s'est acharné sur ce processus électoral et c'est donc un pays convalescent qui attend maintenant les résultats. Convalescent et impatient puisque sur 27 candidats, 2 revendiquent déjà la victoire dès le premier tour, ce qui fait craindre des débordements. On en parle avec à mes côtés Elodiane Télémac, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, présidente de la Maison d'Haïti. C'est une association fondée en 1997 dont le but est d'aider à l'intégration des Haïtiens en France, mais aussi promouvoir l'identité et la culture haïtienne. Face à vous, en direct de Bordeaux, Arnouz Bollière, économiste et analyste politique. Bonjour. Je précise que vous êtes également l'auteur d'Haïti, Changer d'air. Ça vient de paraître aux éditions de l'Harmattan. Elodiane Télémac, je le disais, deux camps se disent d'ores et déjà vainqueurs à plus de 50% dès le premier tour. D'un côté, les équipes de Maryse Narcisse qui et la candidate du parti à la Valace, le parti de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président, et face à elle, Jovenel Moïse, entrepreneur, et le candidat, lui, du PHTK, le président du parti sortant, Michel Martelly. Sur quoi se basent les deux candidats pour revendiquer concomitamment la victoire ? Écoutez, je l'ignore dans la mesure où les résultats pour l'instant ne sont que des estimations, qu'il va falloir, à ma connaissance, près d'une semaine pour dépouiller l'ensemble des résultats. Et donc, je n'ai pas davantage d'informations sur ce sujet, hormis peut-être revendiquer une légitimité que les uns ou les autres pensent avoir par les urnes. Arnouz Bollière, c'est le Conseil électoral provisoire qui doit normalement donner des résultats préliminaires d'ici environ une semaine. Les opérations, on le sait, se font assez laborieusement et ça va prendre donc plusieurs jours. Comprenez-vous donc la décision de ces candidats de revendiquer cette victoire quand on sait que la précédente tentative d'organiser cette élection il y a un an s'était soldée par des violences et des accusations de fraude? Bonsoir. Je ne comprends absolument pas. D'autant plus que le décret électoral du 2 mars 2015 est très explicite. Le décret dit comment les choses doivent se passer pour l'organisation des élections, pour ensuite la publication des résultats. C'est en effet le Conseil électoral provisoire qui doit faire donc tout le travail des bureaux de vote, donc là où on va compiler donc les procès-verbaux. On va d'abord donc recueillir les procès-verbaux, on va les acheminer à Port-au-Prince, donc au centre de tabulation des votes, et ensuite tout le travail de vérification, d'évaluation, de calcul sera fait. C'est seulement au bout donc de ce travail-là que le Conseil électoral provisoire pourra prononcer d'abord les résultats préliminaires donc dans quelques jours et ensuite les résultats définitifs. Ces candidats qui d'ores et déjà revendiquent cette victoire, Arnouz Bollière, ils jouent avec le feu d'une certaine manière. Ah ben vous ne savez pas si bien dire. Je crois avoir écrit un article d'ailleurs il y a quelques mois. C'était à l'époque l'ancien président Michel Martelly qui était là. Je l'ai intitulé « Le président joue avec le feu ». En fait, si vous voulez, oui, il joue avec le feu, mais il n'y a pas que les candidats. Malheureusement, il y a quand même ce que l'on appelle le quatrième pouvoir, les médias. On va dire une partie des médias qui se sont vraiment très mal comportés en publiant des soi-disant tendances ou des résultats à longueur de journée. Pendant ce temps, le CEP faisait donc une conférence, le président Léopold Bélanger du CEP faisait une conférence de presse pour dire justement que c'est seulement le CEP qui a le droit, qui est donc en droit de publier les résultats. Et donc il y a vraiment ce que j'appellerais une sorte de banditisme médiatico-politique, il faut dire les mots, parce que ça crée du désordre. Les gens descendent dans la rue pour réclamer donc leur victoire. Les uns disent qu'ils ont gagné, les autres disent pareil. Du coup, ça fait du cafouillage et donc on y perd son latin. Et ça pose vraiment beaucoup de problèmes parce que comment ça va se passer dès lors que le CEP va vraiment prononcer les véritables résultats à un moment donné. Ça pose vraiment énormément de problèmes. Elodiane Télémac, pour illustrer ce qui se passe, hier le porte-parole de Jovenel Moïse l'a déclaré président élu d'Haïti, tandis que les partisans de Maryse Narcisse marchaient vers le palais présidentiel où des agents de sécurité ont
tirer des coups de feu de sommation pour les disperser. Est-ce qu'on n'a pas là affaire, franchement, à deux camps irresponsables? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur la victoire de l'un de ces deux camps pour l'avenir d'Haïti? À mon sens, il y a à s'inquiéter à partir du moment où on se déclare, vainqueur d'une élection alors que les résultats ne sont pas officiels et que le dépouillement n'a pas eu lieu. Surtout, ce qui me paraît inquiétant, c'est de voir que il y a 22% de la population qui a voté seulement. Oui. Alors c'est dû à quoi ça, d'après vous? C'est à une désaffection vis-à-vis de la classe politique ou bien aussi, il faut le dire, les difficultés matérielles, parce que un très grand nombre de bureaux de vote, par exemple, manquent d'électricité suite aux dernières avaries, à ce qui s'est passé au début du mois d'octobre avec l'ouragan Matthew. Il me semble qu'effectivement, la population haïtienne, actuellement, elle a une autre préoccupation que d'élire son président. C'est indispensable, évidemment, parce que peut pas y avoir d'État sans gouvernement, bien sûr. Hein, mais il me semble que la préoccupation des Haïtiens actuellement, elle est double. Elle tient d'une part au fait que cet ouragan, à la suite du séisme et des nombreux événements climatiques de tous ordres qui ont pu déjà affecter le pays, fait qu'aujourd'hui le pays est totalement privé d'eau potable, ou quasiment, que le choléra se répand à une vitesse grand V, et que par ailleurs, la famine est là, avec plus de 70% de gens qui, de surcroît, ne sont pas alphabétisés. Pour aller voter, il faut aussi avoir la capacité d'aller voter, de lire son bulletin de vote, d'être capable de le mettre dans l'urne, d'être capable de signer. Enfin bon, il y a des problématiques qui sont telles que, à mon sens, la première préoccupation des Haïtiens n'était pas les élections. Maintenant, ça n'est qu'un avis personnel. À côté de ça, je suis également très concernée par le fait que la classe politique en Haïti n'inspire pas confiance. Et ça peut expliquer aussi le fait que les gens se soient moins présentés dans les bureaux de vote, sachant que les conditions ont été mises en place pour que ces élections se déroulent néanmoins. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Et je vais le demander d'ailleurs également à Arnouz Bollière. Est-ce que d'après vous, les conditions étaient réunies un mois après le passage de l'ouragan Matthew pour permettre aux Haïtiens de voter dans de bonnes conditions? Disons, est-ce que les conditions étaient vraiment réunies? Pas vraiment, parce que comme l'a dit donc l'invité sur le plateau, c'est effectivement, je dirais principalement cette méfiance, cette suspicion. En fait, on est dans un pays de suspicion généralisée, de méfiance généralisée vis-à-vis de la classe politique. Et donc, du coup, les gens se disent aussi peut-être, quoi qu'il arrive, les résultats seront truqués. Et en plus, ils ne feront rien pour nous. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à remplir leurs poches. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que notre vie, nos conditions de vie seront vraiment améliorées après avoir voté? Toutes ces questions font que les gens ne se déplacent pas. Il n'empêche, malgré les dégâts colossaux vraiment causés par l'ouragan Matthew, il y a eu quand même des efforts de fait par les autorités en place, ça a été mentionné, pour faire en sorte quand même que les gens puissent aller voter dans les meilleures conditions. Quand je dis les meilleures conditions, vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il arrive, la situation est tellement apocalyptique en Haïti sur le plan politique, économique et social que toutes les conditions ne seront réunies que vraiment si des solutions sont mises en place pour résoudre le problème des gens. Mais quelque chose a été fait quand même, et ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, la police a été présente et les institutions policières et judiciaires, en tout cas l'exécutif, tout le monde a essayé de mettre du sien pour que ça se passe plutôt bien. Mais après, il faut attendre, parce que c'est surtout l'après qui compte. On a vu en 2015 qu'on avait dit à un moment donné que tout s'était bien passé le 25 octobre, alors que par la suite, on allait apprendre, notamment par le biais des organisations de défense des droits de l'homme, que beaucoup de fraudes et d'irrégularités ont été constatées. Donc il faut attendre un petit peu pour vraiment dire que ça s'est globalement bien passé.
Les États-Unis, Arnouz Bollière, appellent au retour rapide des institutions dans leur cadre normal en Haïti. Pourtant, il y a un président qui exerce son mandat à titre provisoire depuis février, Jocelyn Privert. Est-ce qu'il ne pouvait pas continuer finalement, compte tenu de la situation, à rester en poste ? Bon, d'ailleurs, entre parenthèses, il faut quand même souligner que c'est quand même assez cocasse de voir que les États-Unis continuent à s'ingérer de la sorte dans la politique haïtienne, quand on a vu ce qui s'est passé quand même récemment avec l'élection de Donald Trump. Donc, je pense que cette parenthèse étant fermée, non, le président provisoire actuel n'a pas à rester au pouvoir. D'ailleurs, lui-même, il a dit que son agenda, son mandat, entre guillemets, c'était d'organiser les élections libres, honnêtes, démocratiques, transparentes, comme on dit en Haïti. Et donc, une fois que les élections ont été organisées, si tout s'est bien passé et que les résultats donc sont connus, ben, les perdants doivent accepter les résultats. Le gagnant doit aussi faire preuve peut-être de, je dirais, d'un peu de retenue, pour ne pas non plus mettre de l'huile sur le feu, et puis que le président provisoire passe donc la chaise bourrée, comme on dit en Haïti, c'est ce fauteuil du Palais national, donc à son successeur, et que les choses se mettent en place pour que enfin le pays puisse repartir sur de nouvelles bases. Je ne vois pas comment le président actuel pourrait rester encore au pouvoir dès lors, bien entendu, dès lors que les élections se seraient bien passées. On s'inquiète, Élodiane Télémac, parce que depuis la chute du Valier, Haïti a connu une histoire assez chaotique, des alternances qui ne se sont pas toujours passées de manière pacifique. Là, on a affaire, vous le disiez tout à l'heure, à des candidats, un système politique en partie discrédité, ce qui expliquerait, d'après vous, ces 22%, voire moins de participation. Toujours est-il que deux des favoris sont quand même soutenus par des personnalités politiques anciennes, d'une certaine manière, d'Haïti, Martelly, et puis beaucoup plus ancien, Aristide. Ça veut dire que il y a quand même une prégnance d'une certaine manière de ce système politique ancien malgré le désaveu ? Certainement, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre proposition de fonctionnement et je dirais que ce que les Haïtiens attendent plutôt, sans pouvoir vraiment parler en leur nom, parce que moi je suis à l'extérieur, comme on dit. Mais je crois que surtout ce qu'ils attendent, c'est que quel que soit l'homme ou la femme qui gouvernerait le pays, c'est que ce gouvernement-là se retrousse les manches et s'occupe des préoccupations vitales de sa population. C'est l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable, l'accès à des soins, oui, à la nourriture, oui, à un travail, comme toutes les problématiques des sociétés existantes. C'est-à-dire, pour pouvoir commencer à exister sur le plan politique et international a fortiori, il faut commencer par s'occuper des siens. Oui, ça pose aussi la question, et on en terminera là avec Arnouz Bollière, de cette présence aussi de l'ONU qui a été quand même très critiquée, du fait notamment de ces cas, on l'a constaté, de choléra. Alors le choléra qui est de retour avec l'ouragan Matthew, est-ce que là aussi ça va être l'un des dossiers prioritaires du futur président ? Oui, tout à fait. Ça sera l'un des dossiers prioritaires. Entre autres, là, on parle de problèmes de santé publique. Oui. Mais comme l'a dit Madame Télémac tout à l'heure, il y a plein d'autres problèmes qui se posent. En fait, les gens critiquent l'ONU, non pas parce que l'ONU est présente en Haïti à travers la MINUSTAH, mais parce que, justement, quand l'ONU fait des choses qui ne conviennent pas vraiment donc, aux populations, avec tous les dégâts, plus de 10 000 morts, à cause du choléra, c'est quelque chose justement donc que n'acceptent pas les gens. Mais bien entendu, le pouvoir qui sera en place bientôt, on l'espère, va devoir bien entendu coopérer avec l'ONU, parce que l'ONU est présente en Haïti et la MINUSTAH, que je sache, ne partira pas tout de suite. Donc, en attendant de rapatrier la souveraineté donc du pays et de prendre vraiment donc les rênes de toutes les institutions, il faudra absolument travailler avec l'ONU et notamment avec l'OMS, l'Organisation mondiale donc de la santé, pour arriver à endiguer ce problème de choléra dans le pays. Merci beaucoup Arnouz Bollière, merci également à Élodiane Télémac d'avoir été nos invités. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24. Merci.